Ils ont essayé de le faire taire sans laisser de traces. Un geste calculé, préparé avec la plus grande discrétion. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était à être observés, depuis l'ombre. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne. Une chaîne qui soutient Ibrahim Traoré et l'essor d'une Afrique indépendante, forte et souveraine. Il n'était pas censé partir ce jour-là. Tout était en place, le timing, le lieu, le silence. Mais alors que la menace se rapprochait, quelque chose d'inattendu s'est produit. La matinée était inhabituellement calme alors que le président Ibrahim Traoré se préparait au départ discret d'un convoi traversant la périphérie de Ouagadougou. Son équipe de sécurité avait vérifié l'itinéraire à 3 reprises. Pourtant, un silence étrange flottait dans l'air, lourd, presque menaçant. À leur insu, des yeux les observaient. Il ne s'agissait pas de rebelles locaux, mais d'hommes formés à l'étranger, équipés d'un matériel sophistiqué. Le piège avait été tendu à des kilomètres à l'avance. Pas de détonation, pas de chaos apparent, une frappe silencieuse, conçue pour effacer toute trace. Un drone, invisible à l'œil nu, planait à haute altitude, verrouillé sur ses coordonnées. Dans une salle de commandement obscure, loin de la ville, l'ordre fut murmuré, non crié. L'objectif était clair, précision, silence, disparition. Éliminer sans bruit, sans corps, sans blâme. Ce n'était pas une rébellion. C'était un message. Un message destiné au monde entier, mais censé rester secret. Ibrahim Traoré, l'homme qui défiait l'ordre mondial, n'était pas censé voir un autre lever de soleil. Mais l'opération comportait un défaut fatal. Elle avait sous-estimé ceux qui étaient déjà en position. Dans une camionnette banalisée, garée dans un entrepôt abandonné à proximité du trajet prévu, 2 hommes attendaient en silence. Ils n'étaient pas burkinabés. Sans un signe, sans mots inutiles, leurs yeux fixaient le radar. L'un d'eux hocha la tête. Le signal était arrivé plus tôt que prévu. Le signal du drone avait été intercepté, juste assez pour rater le moment critique. Et en cette fraction de seconde, le destin de la mission bascula. Alors que le véhicule présidentiel franchissait un point de contrôle vulnérable, un faible bourdonnement retentit dans le canal de communication. « Tenez-vous prêts » dit une voix grave, avec un accent venu d'un climat plus froid. Le conducteur ralentit instinctivement. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Quelques secondes plus tard, un véhicule militaire noir surgit et bloqua la route, les passagers faisant des gestes urgents. Avant que la panique ne prenne le dessus, Ibrahim vit un visage familier à travers la vitre et comprit, ce n'était pas une menace. L'homme qui sortit ne portait ni grade ni uniforme, mais son autorité était indéniable. Il ouvrit la porte blindée et plongea son regard dans celui du président. « Pas le temps, dit-il. On vous traque. Venez avec nous. » Il n'y eut ni débat ni hésitation. Seulement du mouvement. Rapide, discret, efficace. Ibrahim le suivit, guidé par un instinct plus fort que ses doutes. À l'intérieur du véhicule d'extraction, tout était capitonné. Aucun téléphone. Aucun traceur. Juste de brefs signaux cryptés, transmis par satellite. Pour la première fois de la journée, Ibrahim se permit un moment de silence. Il ressentait le poids de l'embuscade, mais aussi la présence de quelque chose de bien plus grand. Il se tourna vers l'homme à côté de lui. « Moscou ne laisse jamais ses amis sans protection », dit ce dernier d'un ton calme. Dans ce silence glacial, ces mots résonnèrent comme une promesse. La frappe avait échoué. L'histoire ne faisait que commencer. Ibrahim regarda par la fenêtre, les mains fermes, et murmura. Il savait. Le véhicule roulait vite, mais avec méthode. Son itinéraire semblait sorti d'un manuel d'opération clandestine, route non goudronnée, ruelles secrètes, passages oubliés. Ibrahim restait calme, mais son esprit s'emballait. Qui avait ordonné cela? Quelle était l'ampleur de la trahison? Très peu de personnes connaissaient son emploi du temps ce jour-là. La fuite venait forcément de l'intérieur. Ce n'était pas une embuscade improvisée, c'était une mission d'envergure, exécutée avec une précision militaire. Dans un tunnel industriel, il observa l'homme en face de lui, bâti comme un soldat, mais se mouvant comme un fantôme. À sa ceinture, une radio portait des lettres cyrilliques. Ce n'était plus un soupçon. C'était une confirmation. Ce n'étaient pas des mercenaires. C'étaient des agents russes, venus pour une mission précise. Le silence fut rompu une seule fois. « Tu n'étais pas censé survivre aujourd'hui, » dit l'homme. « Mais c'est grâce à vous que j'y suis parvenu, » répondit calmement Traoré. L'autre ne répondit pas. Son regard restait fixé à l'extérieur. Le silence était assourdissant. Il révélait la gravité de la menace, et une vérité plus profonde, ce sauvetage avait été préparé bien avant cette journée. À 5 kilomètres derrière eux, un autre véhicule suivait. À l'intérieur, des agents occidentaux, membres d'un service de renseignement, observaient de loin. Ils s'attendaient à nettoyer les restes d'un assassinat, pas à assister à son échec. Mais ce qui les troubla vraiment,
Ce ne fut pas l'échec. Ce fut l'identité de ceux qui étaient intervenus. Le mode opératoire ne laissait aucun doute, une seule nation agissait ainsi en Afrique. Dans un complexe isolé de Moscou, une ligne sécurisée sonna 2 fois. Un officier, en uniforme sombre, décrocha. Il écouta sans interrompre, hocha la tête. Il savait déjà. L'interception avait été signalée des heures plus tôt. Ce sauvetage ne confirmait qu'une chose, la mission n'était pas seulement de sauver Traoré, mais de faire passer un message. L'Afrique n'était plus un échiquier. Le Burkina Faso avait désormais des défenseurs. À la limite d'une zone militaire, camouflée sous des terres agricoles, la camionnette ralentit. Un ronronnement discret se fit entendre au loin, ce n'était ni un avion commercial, ni un appareil local. Sorti. Sur une piste privée, un petit avion gris l'attendait. Aucun mot ne fut échangé. Le plan était déjà en marche depuis des jours. Sous la lumière matinale, il se tourna vers l'officier russe. « Je ne Ibrahim fuirai pas, dit-il. C'est mon pays. Nous ne sommes pas ici pour vous relocaliser, seulement pour protéger votre position, répondit l'officier. Cette simple phrase changea tout. Ce n'était pas une fuite. C'était du renfort. Et Ibrahim était prêt. Loin de la piste, dans les quartiers nord de Ouagadougou, les rumeurs commencèrent à circuler. Les habitants avaient perçu quelque chose. Pas une explosion. Pas un coup de feu. Un silence trop parfait pour être normal. Les vendeurs fermaient leurs étals plus tôt. Les téléphones sonnaient, porteurs d'avertissements vagues. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tout le monde comprenait que quelque chose avait failli arriver. Et ce soir-là, les mêmes mots furent répétés à voix basse. Ils n'étaient pas censés s'en sortir. Dans les couloirs du palais présidentiel, les assistants se déplaçaient comme des ombres, nerveux, vigilants, confus. Le président était injoignable, coupé du réseau. Et ne répondait à aucun appel officiel. Certains craignaient un coup d'État réussi. D'autres, pire encore, redoutaient une intervention étrangère. Mais un homme, assis tranquillement dans un coin, ne disait rien. Son nom ne figurait dans aucune archive publique, pourtant il occupait un poste clé dans les services de renseignement. C'est lui qui avait reçu le signal intercepté. Trop tard pour l'arrêter, mais juste à temps pour alerter les Russes. Sa loyauté allait à Traoré, mais même lui savait que l'ennemi était déjà à l'intérieur. Il observait ses collègues s'agiter, feignant de prendre des décisions, alors que tout se jouait ailleurs. Il posa son téléphone sur la table, discrètement, et composa un code secret. Le message était court, crypté, urgent. Le nid est compromis. Plan Oméga confirmé. Non loin de la piste d'atterrissage secrète, Ibrahim se tenait aux côtés de l'officier russe, observant. L'avion s'était éteint, mais il n'embarquait pas. Il débriefait. Les hommes qui l'avaient exfiltré lui présentaient désormais quelque chose. Une mallette noire. À l'intérieur, des photos, des documents interceptés, des cartes. Tous les détails de l'embuscade. Les noms. Les visages. Et l'un d'eux, était une trahison personnelle. Quelqu'un qu'Ibrahim avait considéré comme un frère. Sa mâchoire se serra lorsqu'il reconnut l'assistant à qui il faisait confiance depuis des années. Cet homme a préféré le paiement au patriotisme, dit l'officier russe, sans détour. Traoré ne répondit pas. Mais ses yeux brûlaient d'un feu contenu. Il ne s'agissait plus de survie. Il s'agissait d'exposer la vérité. La frappe, poursuivit le russe, a été coordonnée avec des actifs offshore. Le financement provient d'une banque européenne. Cela changeait tout. Ce n'était pas un complot local. C'était une opération internationale. Et cela confirmait les pires soupçons d'Ibrahim. Son leadership ne menaçait pas seulement les élites africaines. Il dérangeait les fondations même de ceux qui craignaient que l'indépendance africaine ne devienne contagieuse. Les documents rangés, l'officier russe proposa un choix. Nous pouvons faire disparaître cela. Ou le rendre public. Ibrahim leva les yeux vers l'horizon poussiéreux. Plus de silence. S'ils veulent une guerre dans l'ombre, j'apporterai la lumière dans les ténèbres. L'officier hocha la tête. Une nouvelle phase venait de commencer. Et elle ne pouvait plus être dissimulée. Le soleil se levait sur Ouagadougou, jetant une lumière dorée sur les toits. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, l'obscurité persistait non dans les couloirs, mais dans les intentions. La rumeur circulait, Traoré avait survécu à quelque chose. Mais personne n'osait poser de questions. L'assistant qui l'avait trahi déambulait dans les couloirs, le visage calme, mais la peur collée à la peau. Il souriait, serrait des mains, cachant sa panique sous son costume. Il avait reçu, la veille, un message codé. C'est fait. Mais il n'y avait ni fête, ni euphorie. Aucun communiqué. Aucun impact médiatique. Juste un silence radio anormal. Et la sueur qui perlait sous sa chemise. Il consulta son téléphone. Le cryptage russe était encore actif. Premier signe que le plan avait échoué. Qu'il était exposé.
Pendant ce temps, Ibrahim ne se cachait pas. Il était revenu discrètement, par une route alternative. En civil, il entra par l'arrière d'un bâtiment gouvernemental. Seules 3 personnes savaient qu'il était là, l'officier russe, un colonel loyal, et le chef du renseignement. Pas de cérémonial. Juste de la stratégie. Le temps n'était plus un luxe. La contre-attaque devait commencer immédiatement. Dans une salle de conférence privée, des cartes furent déroulées. Des emplacements marqués en rouge. Nous avons identifié l'origine de la frappe, dit le russe. Une installation isolée. Ibrahim étudia chaque document, chaque nom, chaque numéro. Il restait silencieux, concentré. Comme un lion qui observe avant de frapper. Puis il parla. Je veux que chacun d'eux soit identifié. Ailleurs dans la ville, la vie suivait son cours. Les enfants partaient à l'école, les marchés ouvraient, les radios diffusaient de la musique. Comme si rien ne s'était passé. Mais dans les coins les plus calmes, les murmures enflaient. Pourquoi le président ne s'est-il pas exprimé aujourd'hui? A-t-il quitté le pays? Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûr. Quelque chose approche. Je le sens. Au palais, l'assistant traître regagna ses quartiers privés. Il verrouilla la porte, se servit un verre d'eau. Ses mains tremblaient. Dans le miroir, il se regarda. Derrière lui, son téléphone vibra une seule fois. Pas de message. Pas de mots. Une image. Le moment exact où Traoré sortait vivant de la camionnette noire. Ses jambes cédèrent. Il comprit. Il venait pour lui. Le jeu avait changé. Le chasseur était devenu la proie. Le lion était revenu. Mais Traoré ne cherchait pas la vengeance. Il préparait la révélation. Il ne voulait pas de représailles silencieuses. Il voulait la lumière. Des noms. Des visages. Des preuves. Et avec de puissants alliés désormais à ses côtés, les traîtres allaient découvrir ce qu'est la véritable peur. Dans un bâtiment isolé de la banlieue de Bamako, au Mali, une réunion secrète était déjà en cours. 6 hommes, tous aguerris à la guerre, entouraient une table. Aucun n'était local. Aucun n'était surpris. Ils parlaient à voix basse, les yeux rivés sur des ordinateurs cryptés et des téléphones noirs. L'opération a échoué, déclara l'un d'eux. Extraction interceptée. Application russe. Confirmé. Un autre se pencha en avant. Alors, c'est pire que prévu. Traoré a du renfort. Et ce n'étaient pas des rebelles. C'étaient des consultants. D'anciens officiers de renseignement devenus stratèges privés. Ils avaient aidé à orchestrer des coups d'État ailleurs, dans des lieux oubliés, pour des sommes jamais discutées. Mais le Burkina Faso était différent. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et l'ascension continue de Traoré représentait un symbole trop dangereux pour être ignoré. Ils avaient sous-estimé sa portée. Pire encore, ses alliances. De retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré se tenait devant un petit écran, dans une pièce sans fenêtre. Des images en direct, transmises par un drone de reconnaissance, montraient un complexe caché au cœur de la brousse. C'est ici qu'ils ont coordonné le signal, expliqua l'officier russe à côté de lui. Gestionnaires étrangers. Communication à haute fréquence. Rebond satellite confirmé. L'expression de Traoré ne changea pas. Mais son silence était une décision en soi. Il se tourna vers son colonel. Un seul ordre. Aucune pitié. Un plan se déploya immédiatement. Pas pour se venger. Pour exposer. Il voulait des images. Des aveux. Des documents. Tirer chaque fil jusqu'à ce que tout le réseau s'écroule. Ce n'était plus une défense. C'était une opération de démantèlement chirurgical. Et ceux qui s'étaient cachés dans l'ombre allaient désormais affronter la lumière. Pendant ce temps, les médias internationaux s'interrogeaient. Pourquoi ce silence étrange au Burkina Faso? Aucune apparition publique du président. Aucune déclaration. Rien que des rumeurs. Certains disaient qu'il était malade. D'autres, qu'il avait été renversé. Mais à Moscou, un message codé parvint à un haut fonctionnaire. L'aigle vole toujours. Traoré était vivant. Opérationnel. Et il observait. À Genève, dans une tour de verre, un financier reçut une alerte. Transaction signalée. Il suivit la trace, jusqu'en Afrique de l'Ouest, et blêmit. L'argent était visible. Le même compte qui avait financé l'opération venait d'être révélé, non pas piraté, mais exposé. Les Russes n'avaient pas seulement intercepté l'attaque. Ils avaient suivi l'argent. Ce qui voulait dire que des noms allaient apparaître. Même dans les conseils d'administration européens. Le soir tombait à nouveau sur Ouagadougou. Ibrahim marchait seul dans un couloir calme du complexe militaire. Il s'arrêta à une fenêtre, contemplant la capitale qu'il avait juré de protéger. Il ne souriait pas. Il planifiait. La frappe avait échoué. Mais elle avait tracé des lignes dans le sable. Et ces lignes seraient bientôt franchies. De plein fouet. Minuit.
Un léger coup résonna à la porte arrière de l'aile de sécurité présidentielle. Seuls quelques gardes de confiance étaient en service. L'un d'eux ouvrit. Une silhouette imposante, en civil. Pas de badge. Pas de nom. Juste une phrase murmurée dans un français parfait. J'apporte la liste définitive. Quelques minutes plus tard, l'homme était assis devant Traoré. Sur la table, un dossier épais. À l'intérieur, des noms. Non pas des dizaines. Des centaines. Des politiciens. Des banquiers. Des anciens officiers. Même des journalistes. Tous avaient, d'une manière ou d'une autre, financé, permis ou ignoré la tentative de déstabilisation. Les renseignements venaient de 3 agences différentes. Traoré tourna les pages, lentement. Tranquillement. Trahison après trahison. Ils n'ont jamais cru que tu te relèverais, dit le messager, presque avec pitié. Pour eux, tu étais un remplaçant. Temporaire. Remplaçable. Mais maintenant, tu es la voix d'un continent. Et ça, les terrifie. Ibrahim ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de validation. Ce qu'il voulait maintenant, c'était la vérité. Pas murmurer. Crier. Dans un studio faiblement éclairé, à l'intérieur du complexe sécurisé, des caméras furent installées. Pas pour une conférence de presse. Pour documenter. Chaque carte. Chaque schéma. Chaque piste financière. Tout serait d'abord montré aux alliés. Puis au monde. Pas de drame. Pas d'accusation. Des preuves. Traoré avait compris quelque chose que ses ennemis ignoraient encore. Le silence engendre les rumeurs. La vérité met fin aux guerres. De l'autre côté de l'océan, dans une ville de gratte-ciel miroitant, une réunion d'urgence eut lieu. Les analystes étudièrent les dernières interceptions d'Afrique de l'Ouest. Et confirmèrent ce qu'ils redoutaient. L'échec de la frappe avait déclenché quelque chose qu'ils ne pourraient plus contenir. La dénonciation. Et l'homme qu'ils avaient écarté détenait désormais des dossiers capables de dévoiler des décennies d'ingérence. La panique se propagea. En coulisses. Dans l'ignorance du grand public. Mais loin de ces tours, dans un village isolé au nord de Bobo-Dioulasso, un ancien alluma une vieille radio. Le signal était faible. Mais les mots, eux, portaient. Un journaliste local, tremblant, lut une liste. Des noms. Un à un. Sans emphase. Sans colère. Juste la vérité. En quelques heures, les rues commencèrent à murmurer les mêmes noms que le président avait reçus. Traoré regardait la scène, seul, sur un petit écran. Son visage était impassible. Un assistant s'approcha. On lance la déclaration officielle? Traoré attendit un instant. Puis répondit calmement. Pas encore. Qu'ils entendent d'abord la vérité. Pas de moi, mais les uns des autres. Ce n'était pas une stratégie. C'était de la justice poétique. Et pour la première fois depuis l'attentat manqué, Traoré s'autorisa un léger sourire. Aux premières heures du matin, un convoi de véhicules banalisés traversa la ville. Pas de sirène. Pas de drapeau. Pas d'annonce. Seulement une mission. Dans le véhicule de tête, un commandant de la garde présidentielle, choisi par Traoré lui-même. Mais leur destination n'était pas un bâtiment officiel. C'était une résidence privée. L'homme qu'il venait chercher avait trahi. Il avait servi aux côtés de Traoré, puis l'avait abandonné. Quand la porte s'ouvrit violemment, il n'eut même pas le temps d'attraper son téléphone. Plaqué au sol. Sans violence. Avec précision. Les gardes ne parlèrent pas. Ils ne manifestèrent ni haine, ni colère. Seulement le devoir. Sur la table, ils déposèrent une enveloppe scellée. Elle contenait les preuves. Signées. Tamponnées. De retour au poste de commandement, Traoré observait l'opération. En direct. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Ce n'était pas une vengeance. C'était un rétablissement de l'équilibre. Une à une, chaque main cachée serait révélée. Et chaque révélation serait traitée non pas dans la rue, mais dans les salles de stratégie. Dans toute la région, les ambassades commencèrent à demander des briefings urgents. Ce qui se passait au Burkina Faso ne ressemblait plus à un conflit interne. On aurait dit la révélation d'un jeu mondial qui avait dépassé les bornes. Certains diplomates furent rappelés, d'autres prévenus, et derrière les murs polissés des missions étrangères, la peur s'installa. Dans un bureau de presse à Accra, une journaliste fixait son écran, incrédule. Elle venait de recevoir une fuite anonyme. Des heures d'images et des milliers de documents, tous pointant vers la même conclusion. Traoré avait été marqué, et quelqu'un voulait le faire disparaître. Mais il avait survécu. Et maintenant, il prenait le contrôle du récit. Elle connaissait le risque, mais elle savait aussi que l'histoire se déroulait sous ses yeux. Pendant ce temps, l'officier russe retournait discrètement dans la capitale, évitant l'attention. Il retrouva Traoré dans un lieu sûr et lui tendit une clé USB. Pas de détails en suspens, dit-il. Vous avez demandé la vérité. C'est tout. Traoré hocha la tête et rangea la clé dans un tiroir,
sans cérémonie. Il savait ce qu'elle contenait, et ce qu'elle pouvait déclencher si nécessaire. Alors que la nuit tombait à nouveau, la tension montait dans la capitale. Mais à l'intérieur de la résidence présidentielle, point de chaos, seulement le calme. Traoré se tenait près d'une fenêtre, les yeux scrutant l'horizon. Il avait survécu, non seulement à la grève, mais aussi à la guerre plus profonde qui la sous-tendait. Et maintenant, il était prêt à parler. Non pas à voix basse, mais avec toute la vérité. Le lendemain matin, une tension sourde envahit la salle du cabinet présidentiel. Seul un groupe restreint avait été convoqué, et encore moins nombreux étaient ceux qui connaissaient la véritable raison. Traoré entra sans escorte, vêtu d'un simple uniforme, non pour l'apparence, mais pour transmettre un message. Il marcha lentement jusqu'au bout de la table, plaça un document devant lui, et s'assit. Pas de salutation, pas de discours, juste un long silence qui imposa un silence absolu. Il regarda chaque fonctionnaire dans les yeux, non pas avec colère, mais avec certitude. Ces pages contiennent les noms de ceux qui savaient, qui avaient permis, et qui gardaient le silence, dit-il. Quelques-uns changèrent de position. Des sièges se raidirent, d'autres se figèrent. Vous n'avez qu'une seule chance de vous manifester maintenant, poursuivit-il, ou vous en subirez les conséquences lorsque la vérité éclatera au grand jour. La salle retint son souffle, mais personne ne parla. Pas encore. Dans un coin, se tenait le chef des renseignements, les bras croisés, le regard perçant. Il savait déjà qui étaient les maillons faibles. Il avait suivi leurs déplacements, intercepté leurs appels. Mais ce moment était symbolique. Une occasion d'avouer avant la confrontation. Un homme, tremblant, se leva. « Je ne savais pas jusqu'où cela allait, murmura-t-il. Traoré hocha lentement la tête. « Maintenant, vous savez, et maintenant, vous choisissez. » À l'extérieur du bâtiment, les rues vibraient d'une énergie différente. La rumeur s'était répandue que quelque chose d'énorme allait arriver. Non pas de la violence, mais une révélation. Les vendeurs chuchotaient des nouvelles entre clients. Les chauffeurs de taxi débattaient des échéances. Pour la première fois, le public n'avait pas peur. Il était vigilant. Et au Burkina Faso, la vigilance était une forme de résistance. De l'autre côté de la frontière, un ambassadeur étranger fit ses valises en silence. Il avait reçu un message de son propre gouvernement, « Retirez-vous avant que le rideau ne se lève ». Le personnel de l'ambassade ne comprenait pas l'urgence. Mais lui, si. Il avait lu les rapports. Il savait que les dossiers avaient fuité, et il soupçonnait que son propre nom pourrait y figurer. De retour au palais, Traoré rencontra une fois de plus l'agent de liaison russe. Cette fois, pas de disque dur ni de dossier, juste une question. « Êtes-vous prêt à le publier » demanda l'officier. Traoré n'hésita pas. « Le peuple est prêt, et moi aussi. » L'agent de liaison acquiesça. Puis dit simplement, « L'histoire retiendra qui a parlé le premier, et qui est resté silencieux. » Ce soir-là, à 20 heures précises, le signal présidentiel interrompit toutes les grandes émissions. Pas de musique, pas de commentaires, seulement une transmission directe depuis une seule pièce. Traoré se tenait seul derrière un bureau en bois, le drapeau national à côté de lui. Son visage était calme, mais son message était brûlant. « Je n'étais pas censé être ici aujourd'hui », commença Traoré d'une voix ferme et claire. Il marqua une courte pause, laissant le silence s'installer avant de poursuivre. Des forces, proches et lointaines, tentaient de m'effacer, non seulement de mes fonctions, mais de mon existence. À travers la ville, dans les chambres, les boutiques et les marchés ouverts, radio et télévision retransmettaient chacune de ces paroles. Et pour la première fois, les gens ne se contentaient pas d'écouter, ils le ressentaient. Ils ne craignent pas ma position. Ils craignent mon refus de m'incliner. Je ne réponds pas aux banquiers d'outre-mer ni aux conseils municipaux derrière des tours de verre. Je réponds à la terre sous mes pieds, et à ceux qui la foulent. Son ton ne monta jamais, mais le message retentit. À travers le Burkina Faso, la foule se tut. Traoré ouvrit un dossier sur le bureau. Ce que je tiens dans ma main n'est pas une rumeur. C'est un fait. Paiement. Lieu. Nom. Document lié à une opération destinée à l'éliminer discrètement. Il glissa une page montrant une signature marquée d'une entreprise internationale bien connue. Il ne cria pas. Il n'accusa pas. Il exposa. Et le poids de la vérité était plus lourd que les balles. Dans un foyer, un père était assis par terre à côté de son jeune fils, les yeux fixés sur l'écran. L'enfant demanda, « Est-ce qu'il dit la vérité ?» Le père répondit, « Oui. C'est pour cela qu'ils ont essayé de l'arrêter. » Le garçon hocha la tête solennellement, comme s'il comprenait pour la première fois le prix de la vérité. Et à ce moment-là, à travers les générations, quelque chose d'ancien s'est réveillé. Confiance. De retour dans la salle de conférence, les mêmes membres du cabinet regardaient la diffusion dans un silence stupéfait. Certains semblaient honteux, d'autres terrifiés. Une femme,
conseillère économique principale, s'essuya les yeux et murmura, « Il ne bluffe pas. » « Non, » répondit l'un d'eux. Il savait. Et la pièce qui avait autrefois conspiré était maintenant plongée dans une réflexion paralysée. Pendant ce temps, les médias internationaux se sont empressés de traduire, de vérifier et de répondre. En l'espace de 30 minutes, les chaînes de télévision, de l'Amérique du Sud à l'Europe de l'Est, diffusaient les gros titres, le président Traoré révèle qu'une tentative de frappe désigne des financiers mondiaux. Mais ce n'étaient pas les gros titres qui comptaient. C'étaient les images. Non coupées. Brutes. Réelles. La propagation s'est faite plus rapidement qu'il ne pouvait la contenir. Tirage au sort conclu, sans fioriture. Je n'ai pas peur de ce qui vient ensuite, parce que je n'ai pas cédé. Je me lève, parce que j'ai été porté par ceux qui croient que l'Afrique peut parler pour elle-même. Et s'il frappe à nouveau, je serai toujours là, car je ne suis pas seul. Il hocha la tête une fois, et l'écran devint noir. Mais l'écho de ses paroles avait déjà fait le tour du monde. Alors que les premières lueurs touchaient les toits de Ouagadougou, la ville ne s'éleva pas dans le chaos. Elle s'illumina. Les gens descendirent dans les rues, non pas en spectateurs, mais en gardiens d'une histoire qui leur appartenait désormais. Personne ne cria. Personne ne marcha. Mais chaque regard échangé entre inconnus portait un feu discret. Les enfants demandèrent à leurs parents pourquoi. Les hommes adultes restèrent immobiles en silence. Et les mères répondirent doucement, parce que quelque chose d'important a finalement éclaté. À travers les magasins et les files de taxis, le discours de Traoré retentissait à nouveau. Non pas parce qu'il était imposé, mais parce qu'il était nécessaire. Chaque mot semblait être un fil cousu dans le tissu national, reliant la vérité à la dignité. Et tandis que les gens répétaient ces derniers mots, il ne citait pas un dirigeant. Il faisait écho à une promesse. Et dans un bureau discret à Moscou, l'agent de liaison regardait l'écran figé. Puis, à voix basse, il dit. Ce n'était pas un sauvetage. C'était un réveil. C'était une redéfinition. Parce que la mission n'a jamais été simplement de sauver un homme. Il s'agissait de protéger la voix d'un continent qui s'élevait sous le poids du silence. À Paris, les présentateurs interrompirent les gros titres soigneusement calibrés pour une traduction tremblante. Les images circulèrent avant que les rédactions ne puissent réagir, avant même que l'information ne prenne forme. Mais les spectateurs se penchèrent vers l'avant, et non vers l'extérieur, car même à travers la distance culturelle, l'authenticité transcende tout. C'est le son d'un leader qui n'a pas peur, admit un animateur à l'antenne. Et pendant un instant, le monde s'est tourné vers l'Afrique non pas par pitié, mais par respect. Ailleurs, caché, l'homme qui avait trahi Traoré fixait un écran noir. Aucun détail de protection. Aucun réconfort. Juste lui, sa culpabilité, et le son de sa propre respiration. Il réalisa que sa peur n'était pas d'être capturé. Il s'agissait d'être oublié. Le monde connaissait désormais son nom pour de mauvaises raisons. Il ne serait plus jamais considéré comme un stratège, mais comme un symbole de lâcheté. De retour au palais, Ibrahim se tenait seul dans le jardin, le vent caressant les arbres. Son chef des renseignements s'approcha discrètement, « Mon mesuré, l'élan est désormais avec vous. » Mais Traoré ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'horizon et finit par dire, « Ils ont tout prévu sauf ça. Les gens croient encore en quelque chose. » Et cette croyance-là, il le savait, était plus dangereuse que n'importe quelle balle. Dans un mémorial oublié du district nord, un vieil homme déposa une note sous une pierre patinée par les intempéries. On pouvait y lire, « Vous avez marché pour nous. Aujourd'hui, il parle pour vous. » Le vent emporta ces mots de l'autre côté de la rue, où un petit garçon les ramassa et les lut à voix haute. Puis il regarda sa mère et dit, « Je veux être comme lui. » Et à cet instant précis, un avenir fut réécrit non pas en secret, mais au grand jour. Au cœur de Ouagadougou, un vieux théâtre rouvrit ses portes pour la première fois depuis plus de 10 ans. Non pas pour une représentation, mais pour un rassemblement, calme, informel, sans préavis. Les sièges à l'intérieur se remplirent peu à peu d'enseignants, d'étudiants, d'anciens combattants, de responsables communautaires. Pas de billets. Pas de caméra. Juste un projecteur, un générateur, et une raison de rester. Ils n'étaient pas là pour le divertissement. Ils étaient là pour la vérité, racontée image par image. À l'écran, des scènes qui n'auraient jamais dû être vues se déroulèrent avec une précision chirurgicale. Des images de l'opération ratée. Des documents autrefois scellés derrière des pare-feux étrangers. Des enregistrements vocaux de planificateurs parlant de Traoré, non pas comme d'un homme, mais comme d'un problème. Des halètements s'échappèrent de la salle, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Les pièces s'emboîtaient. Et lorsque les lumières s'éteignirent à nouveau, le silence revint. Mais cette fois, plus pesant que le silence. Une jeune femme se leva près de l'allée, la voix claire, « Que faisons-nous maintenant ?» Sa question n'était pas rhétorique. C'était un appel. Un homme plus âgé à côté d'elle répondit, « Commençons par nous souvenir. Ensuite,
nous protégeons ce que nous avons appris. Car la bataille ne portait plus sur la terre ou sur le droit. Elle portait sur la mémoire. Et qui a le droit de l'écrire? Ailleurs dans la ville, l'aide traître fut arrêté sans cérémonie. Retrouvé dans un complexe privé. Sa tentative de fuite déjà compromise. Aucune force utilisée, juste la présence. Des gardes armés, silencieux, disciplinés, définitifs. Il ne résista pas. Il connaissait le poids du silence qui l'avait suivi. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais parce qu'il savait qu'il avait déjà perdu le pays qui lui avait un jour fait confiance. De retour dans les quartiers présidentiels, Traoré examina une dernière série de rapports. Chacun décrivait qui restait, où il se trouvait, et ce qu'il contrôlait encore. Certains travaillaient dans les médias. D'autres dans la finance. Quelques-uns, encore dans son cercle. Mais ce qui comptait désormais, ce n'était pas l'élimination. C'était l'exposition. Publique. Transparente. Indéniable. Et avec l'élan qui tournait, les murs commencèrent à transpirer. Bien au-delà de l'Afrique, des étudiants universitaires de Sao Paulo débattirent du discours de Traoré en direct. L'un d'eux déclara, « Il ne s'agit pas seulement de politique africaine. Il s'agit d'un changement de langage mondial. » Un autre répondit, « Parce que ce n'était pas une question de pouvoir. C'était une question de voix. » Le clip fut traduit en 14 langues en moins de 24 heures. Et chaque version conserva la même phrase de conclusion. « Je n'étais pas censé survivre. Mais j'y suis parvenu. » Cette nuit-là, Ibrahim se tint devant une salle remplie de jeunes cadets en formation. Ils n'avaient pas vu l'embuscade, mais ils en tireraient les leçons. Ils ne parlaient pas en héros, mais en hommes qui avaient choisi de ne pas disparaître. « Votre ennemi ne frappera jamais, leur dit-il. Ils entrent par le silence. Et le sourire. » Et la pièce autrefois remplie de jeunesse portait désormais le silence des hommes devenant gardiens. L'aube se leva sur le Sahel, avec un ciel baigné d'orange profond et de gris doux. Mais à l'intérieur d'un avant-poste militaire isolé près de la frontière orientale, l'ambiance était loin d'être calme. Traoré était arrivé sans prévenir, accompagné seulement de 2 hommes de confiance. Les soldats se précipitèrent au garde-à-vous, surpris par sa présence. Ne sachant pas s'il s'agissait d'une inspection ou d'un avertissement. Mais il leva la main, à l'aise. « Je suis venu voir qui tient encore la vérité. » L'avant-poste avait été compromis autrefois. Non par la violence, mais par les pots de vin et le silence. Maintenant, elle était reconquise. Non par la force, mais par la loyauté. Traoré marchait lentement sur le sol, saluant les jeunes soldats dont il ne pensait pas qu'il connaissait les noms. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Hochait la tête aux plaintes, aux questions, à l'espoir. Et chaque mot prononcé dans cet air sec le rapprochait du sol qu'il protégeait. Au centre de commandement, une nouvelle carte lui fut présentée. Des points marquaient les rapports de surveillance, les signaux interceptés, les schémas qui formaient un réseau de tromperie. Mais un cercle se démarquait. Un endroit près de la frontière avec le Niger, marqué en rouge. Une activité non vérifiée, déclara l'officier. Mais des transmissions fortement cryptées, comme avant. Traoré traça le cercle du doigt et dit. C'est là que le prochain mouvement attend. Et Traoré les lisait tous, non pas comme des éloges, mais comme du carburant. Cette nuit-là, il se tenait seul sur le balcon d'une station rurale, loin des micros. Il regardait un feu de joie scintiller au loin, entouré d'agriculteurs partageant des histoires. Il n'interrompit pas. Il observa simplement un homme qui n'était pas au-dessus de son peuple, mais parmi eux. Il se murmura. Ils ont essayé de me frapper du ciel. Mais ils ont oublié que le ciel n'appartient à aucun empire. Le site marqué en rouge près de la frontière nigérienne n'était plus seulement un point sur une carte. Il était devenu le point central des préparatifs silencieux, surveillés à la fois par satellite et par terre. Des drones russes planaient au-dessus de la zone, invisibles, collectant des schémas de chaleur et des mouvements. Ce qu'ils découvrirent n'était ni un camp rebelle ni un stock d'armes. C'était un relais de communication, avancé, blindé, fabriqué à l'étranger. À l'intérieur d'une salle de contrôle renforcée, Traoré se tenait devant un flux en direct. Les pics de signal correspondaient à ceux utilisés lors de la frappe de précision ratée contre lui. L'équipement était d'origine européenne, mais réacheminé via des fronts de défense offshore. Ce n'était pas simplement de l'interférence. L'agent de liaison russe déclara. C'est de l'architecture. Quelqu'un a construit ça pour rester. Et maintenant, c'était exposé, clignotant en rouge sur toutes les chaînes surveillées. Un ordre fut donné non pas de détruire, mais de saisir avec tous les documents nécessaires. À l'aube, une unité spéciale entra. Rapide, disciplinée. Pas de balles. Pas d'alarme. Ils extrairent les disques durs, retirèrent les cœurs des serveurs, documentèrent chaque numéro de série. Parmi les fichiers récupérés, une liste d'horodatage, chacun correspondant à un moment où les mouvements de Traoré avaient été suivis.
Quelqu'un avait cartographié sa vie comme un échiquier. À midi, l'épreuve était enfermée dans un coffre-fort militaire profondément enfoui sous la capitale. Le dossier portait un nom de code, Spectre d'Abul, fantôme du sable. Il ne s'agissait pas seulement d'un programme de surveillance étranger. Il avait été coordonné avec un accès interne. Cela confirma ce que Traoré redoutait depuis longtemps, la trahison avait plusieurs visages. Mais maintenant, le sable avait bougé, et le fantôme n'était plus caché. Partout dans le pays, les étudiants commencèrent à partager les nouvelles du raid avec des hashtags devenus slogans. Les yeux sur le sable. Traoré voit tout. L'Afrique vous regarde. Ce n'était pas orchestré. C'était organique, né de l'orgueil. Ce qui avait commencé comme une histoire de survie était devenu une leçon de vigilance. Et pour la première fois depuis des générations, la jeunesse burkinabé se sentait souveraine. Loin, dans un bureau sécurisé à Genève, un appel privé se termina sur un mot. Abandonné. L'homme raccrocha, essuya son front et ouvrit un tiroir. Un téléphone jetable. Un numéro effacé en quelques secondes. Il murmura. Nous sommes allés trop loin. Puis il regarda l'horizon de la ville, soudain trop fragile. La machine avait été exposée. Et si les machines ne saignent pas, elles se cassent. De retour chez lui, Traoré visionna une dernière fois les images du relais saisi. Il ne parla pas. Il ne sourit pas. Il se tourna vers son équipe et déclara. Ils nous ont observés en silence trop longtemps. Maintenant, nous allons parler en plein jour. Et tandis que l'écran devenait noir, la prochaine commande était déjà en cours d'écriture. Le lendemain matin, un message discret apparut sur les médias d'État. À midi, le président s'adressera à la nation et au continent sans filtre. Pas d'avant-première. Pas de fuite. Pas de discussion. Seulement de l'anticipation. Les magasins suspendirent leurs services, les écoles ajustèrent leurs horaires. Même les diffuseurs concurrents acceptèrent de relayer le discours. Tout le monde sentait que quelque chose allait basculer. À l'heure dite, Traoré entra dans une pièce simple. Pas une salle dorée. Pas une grande scène. Juste un podium en bois, un drapeau national, un micro. Pas de médaille. Pas de costume. Seulement l'uniforme de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. La caméra ne coupa pas. Elle resta dans ses yeux. Je n'ai pas été sauvé par le pouvoir, dit-il. J'ai été sauvé par la vérité que le pouvoir a essayé de faire taire. Il marqua une pause, puis leva un petit objet, un disque dur récupéré. Ce n'est pas la trahison d'un homme. C'est des décennies de conception. Des projets visant à contrôler nos ressources, nos votes, et surtout, notre silence. Mais ils ont oublié ceci. Nous n'avons jamais été silencieux. Nous écoutions. Dans les villes et les villages, personne ne clignait des yeux. Il énuméra des noms. Pas pour punir, mais pour exposer. Banquiers. Agents. Diplomates. Responsables locaux. N'agissez pas avec colère, dit-il. Agissez avec mémoire. Dans les campagnes, les paysans s'arrêtèrent. Les enfants répétèrent ces paroles comme des proverbes. Une grand-mère murmura. Toute une vie à attendre qu'on parle ainsi. Sa fille répondit. Alors on ne le laissera pas être réduit au silence. Ce n'était plus un simple discours. C'était devenu un lien. À Bruxelles, dans une salle privée, des hommes en costume regardaient la diffusion. Il a dépassé les bornes, dit l'un. Non, répondit un autre. Il les a effacés. Ils comprirent enfin, la page s'était tournée, et il ne tenait plus la plume. Quand Traoré termina, il ne demanda aucun soutien, aucun applaudissement. À partir d'aujourd'hui, le jeu ne se jouera plus en coulisses. Si vous frappez, sachez ceci. Nous ripostons maintenant avec vérité. La caméra resta sur lui une seconde. Puis devint noire. Ce jour-là, le pouvoir changea. Non pas par la force, mais par l'exposition. Les jours suivants ne furent pas marqués par des coups de feu, mais par la réflexion. Partout, les gens ne protestaient pas. Ils planifiaient. Des dirigeants locaux commencèrent à parler. Des maires créèrent des groupes de veille. Des enseignants réécrivirent les manuels. Et partout, une phrase battait. Nous étions censés nous réveiller. Traoré ne disparut pas. Il marchait dans les rues. Il partageait le thé avec les anciens. Il s'agenouillait à côté des enfants qui apprenaient à lire leur propre histoire. Il ne faisait pas de promesses. Il portait des cadeaux. Les réactions internationales furent rapides, mais hétérogènes. Certains gelèrent des avoirs. D'autres parlèrent de souveraineté. Mais ce furent les peuples, et non les gouvernements, qui réagirent. Des artistes le peignirent. Des poètes le citèrent. Des fresques murales naquirent. Une à Johannesburg le montrait debout, main ouverte, entouré du soleil. En dessous, 5 mots. La vérité ne peut être abolie. Dans un coffre-fort, les fichiers furent archivés. À tact. Un jour, dit-il à son chef de cabinet.
Nos enfants nous demanderont ce qui a failli arriver. Et nous leur montrerons. Car le silence fut autrefois un refuge. Mais la mémoire était devenue un pouvoir. À l'anniversaire de la frappe manquée, une journée nationale de silence fut célébrée. Non pas en deuil, mais en gratitude. 13 cloches sonnèrent sur la place de la capitale. Une pour chaque nom révélé. 2 pour ceux qui restaient encore cachés. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes.